Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où l'idée c'est de vous présenter différents scénarios pédagogiques qui ont été lancés par des enseignants de différentes écoles en utilisant Challenge Me. Comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, je vais refaire une petite présentation sur de la plateforme, donc pour expliquer un petit peu quels sont les cas d'usage adressables et puis comment concrètement ça fonctionne sur Challenge Me. Et puis, je vais aller tout de suite après sur ces différents exemples de scénarios pédagogiques plus avancés où on voit que certains enseignants prennent vraiment en main la plateforme et créent des scénarios pédagogiques vraiment très intéressants. Et c'était l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous les partager. Parce que du coup, ils peuvent probablement vous intéresser aussi, puisque c'est des scénarios qui peuvent être actionnables dans divers contextes. Euh, Hop, alors je vais attaquer sur Challenge Me pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est une solution d'évaluation et de feedback. À la base, on nous connaît sur l'évaluation par les pairs, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut adresser de nombreux autres cas d'usage. On le verra juste après. On est intégré à Moodle, Blackboard, Brightspace et tout autre LMS qui intègre le standard LTI. Et puis on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités en France, Suisse, Canada et Belgique. Principalement en France quand même, mais on travaille aussi avec d'autres pays francophones. Euh, donc ça, c'est pour Challenge Me, donc solution d'évaluation et de feedback, hein, vraiment pour favoriser l'apprentissage. Et on va voir dans cette slide qu'on a différents cas, différents formats qu'on va pouvoir adresser. Alors, juste avant, je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Jean et à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc l'idée, c'est pas de fournir juste un outil, c'est aussi de pouvoir vous accompagner et vous donner des conseils sur les formats adressés. Donc au niveau des cas d'usage qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir faire de l'évaluation de livrables, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de soumettre des travaux et d'évaluer les travaux des autres. Après, l'enseignant peut aussi évaluer les travaux des autres. Ça peut être aussi les deux, ce qu'on appelle de la coévaluation, de l'évaluation par des étudiants et ou par des enseignants. Euh, et du coup, l'idée ici, c'est que de permettre aux étudiants de progresser par l'évaluation. Donc, ils vont découvrir les travaux des autres, ils vont pouvoir donner du feedback sur ces travaux, mettre en perspective par rapport avec ce qu'eux, ils ont fait et recevoir du feedback de la part des autres. On va avoir de l'évaluation de présentation, là, les étudiants qui évaluent les présentations des autres. On va avoir l'évaluation des membres du groupe. Donc là, chaque étudiant évalue les membres au sein d'un groupe. Donc, je passe vite parce qu'on va le voir juste après. De l'auto-évaluation, les étudiants qui prennent du recul sur ce qu'ils ont produit, de l'évaluation de la qualité des feedbacks, que ce soit par des étudiants ou par des enseignants, donc valoriser ceux qui ont donné des feedbacks pertinents, et puis de l'évaluation des enseignements pour donner un feedback à l'enseignant sur les cours qu'ils ont donnés. Et du coup, si on prend chaque cas d'usage un par un, on va avoir donc l'évaluation de livrable, un petit schéma pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a un étudiant qui dépose et des autres qui viennent évaluer et donner du feedback. Ça permet du coup à chaque étudiant d'avoir différents feedbacks sur leurs travaux. Ça peut être utile pour préparer un examen, ça peut être utile pour leur permettre de découvrir ce que les autres font, se situer aussi par rapport à la classe, voir s'ils sont pas hors sujet sur ce qu'ils sont en train de produire. Et après, on peut aussi s'en servir pour générer une note, hein, si on estime que les étudiants sont assez matures pour se donner une note cohérente, et bien on peut l'intégrer à X% de la note finale. Ça, après, ça dépend des populations adressées. On va avoir la même chose en coévaluation, ce que je vous disais, hein, donc c'est un étudiant qui dépose et les autres évaluent et l'enseignant évalue également. Là, ça permet d'avoir un double regard, étudiant-enseignant. C'est pour croiser les perspectives et avoir des différentes approches dans les feedbacks. On va pouvoir faire également de l'évaluation de présentation orale. Donc, c'est vrai qu'avec ce format-là, ce qui est intéressant, c'est que bien les étudiants présentent et puis les autres étudiants viennent évaluer ceux qui présentent et donnent du feedback. L'idée ici, c'est de venir maintenir l'attention des étudiants au fur et à mesure des présentations et leur permettre de bénéficier de toutes les notions qui sont vues. Parce que c'est vrai qu'un des défis, des présentations orales, c'est de maintenir l'attention des étudiants. Et donc là, on vient utiliser l'évaluation et le feedback pour maintenir cette attention-là. Ça permet aussi de favoriser les discussions en classe. Il y a des enseignants qui utilisent ce format pour permettre d'avoir une base de feedback. Donc, les étudiants donnent du feedback à ceux qui présentent et l'enseignant présente ensuite les feedbacks qui ont été échangés pour dire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, etc. Donc, d'avoir une base pour déclencher des discussions. Euh, Ensuite, on va avoir l'évaluation des membres du groupe. Donc là, ce sont les étudiants au sein d'un groupe qui vont évaluer chacun des membres de leur groupe.
sur des compétences comportementales. Généralement, ça va être ça peut être la communication dans le groupe, prise d'initiative, capacité à aider les autres, qualité du travail réalisé, conscience des objectifs communs. Donc, on a des banques de critères qui existent pour gagner du temps et du coup permettre aux étudiants de s'évaluer sur différents items qui couvrent le fait qu'un travail d'équipe soit réussi ou non. Après, vous pouvez très bien mettre vos propres critères si vous avez vos propres critères, évidemment. Donc là, l'intérêt, c'est de permettre à l'enseignant d'avoir une visibilité sur les dynamiques du groupe, voir quel groupe fonctionne bien, quel groupe fonctionne moins bien, arbitrer si jamais il y a des remontées en interne d'étudiants qui disent oui, mais je suis le seul à travailler ou il y en a qui s'impliquent pas alors qu'ils devraient, etc. Ou la charge de travail n'est pas équitable. Là, ça donne une visibilité à l'enseignant et beaucoup d'informations sur comment chaque groupe fonctionne. Euh, donc c'est un format qui est assez utilisé, hein, notamment par rapport à la problématique d'implication inégale dans les travaux de groupe. Et après, on peut s'en servir pour individualiser la note d'un travail de groupe si besoin. Ensuite, on va pouvoir faire de l'auto-évaluation. Donc là, ce sont les étudiants qui vont s'auto-évaluer sur leur contribution au travail de groupe, sur un travail qu'ils ont réalisé, sur une compétence, peu importe. On va leur demander de prendre du recul sur un élément et voilà, de s'auto-évaluer. Ça peut être sur des critères, on peut leur demander aussi des commentaires, donc on le verra juste après. Ensuite, on peut faire évaluer la qualité des feedbacks. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants, voilà, de déposer un travail et de donner un feedback sur les travaux des autres. Et ensuite, l'étudiant qui reçoit le feedback va pouvoir dire si ce feedback l'a aidé ou non. Donc l'idée avec ce format-là, c'est de valoriser les bons correcteurs, ceux qui prennent le temps d'écrire des feedbacks qui soient pertinents et qui aident les autres étudiants. Et après, on peut se servir de ça pour avoir des points supplémentaires quand on donne des bons feedbacks dans la note pour que la note finale ne soit pas juste constituée de la note du travail, mais aussi qu'elle vienne être appuyée par la qualité des feedbacks qu'on donne. Et après l'évaluation des enseignements, donc ça je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les étudiants qui évaluent le cours pour ensuite permettre à l'enseignant d'avoir du feedback qui soit qualitatif. Donc voilà un petit peu une base des différents formats qu'on peut adresser. C'était important que je vous le présente parce qu'au fait, sur Challenge Me, on va retrouver ces différents formats sous forme de phases. C'est-à-dire que vous allez avoir des phases de dépôt des travaux, donc aux étudiants de déposer voilà, un travail, des phases d'évaluation au sein du groupe, donc on appelle intragroupe aussi, des phases d'auto-évaluation, évaluation des feedbacks, etc., de restitution des résultats. Donc chaque phase, en fait, on demande une action précise aux participants. Et ces phases-là, on va pouvoir les orienter un petit peu de la façon dont on le souhaite en fonction du cas d'usage qu'on souhaite adresser. Donc on a des cas d'usage qui sont directement adressables dans la plateforme, on va retrouver sous forme d'activités prédéfinies, de templates. Donc là, on va avoir l'évaluation des membres du groupe, par exemple. Vous allez avoir une phase d'évaluation intra-groupe, donc des membres du groupe, et une phase de restitution des résultats. Sur ces formats-là, on a déjà tout qui est paramétré, les critères, la configuration suggérée. Il n'y a plus qu'à renseigner les participants et puis les dates souhaitées pour chacune des phases. Donc ça peut aller assez vite sur le paramétrage de ces éléments-là. Donc on a des templates pour l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables. Là, on a trois phases, dépôt, évaluation, résultat. L'évaluation de présentation orale qui est aussi pas mal utilisée que vous pouvez retrouver sous forme de template. Et on en a beaucoup d'autres. Donc, je vous laisserai d'ailleurs regarder, si ça vous intéresse, le détail qu'on a sur Challenge Me pour voir ces différents templates. Donc, ça, c'est quand on veut adresser un cas d'usage qui soit voilà, directement adressable et disponible dans les templates. Maintenant, on peut faire des utilisations plus avancées si on a besoin d'adresser un scénario particulier. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure en sélectionnant les phases qui nous intéressent et en créant comme ça le parcours souhaité. Donc là, on commence par une phase d'auto-évaluation, par exemple, où on demande ensuite à l'étudiant de déposer un travail. Et ce travail-là sera évalué par des enseignants, des étudiants et des professionnels, donc format de co-évaluation. On va restituer les résultats à l'étudiant et l'étudiant va pouvoir de nouveau s'auto-évaluer. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple de scénario qu'on pourrait très bien créer à la main en sélectionnant phase après phase ce qui nous intéresse. Ça c'est un exemple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, et c'est l'objet de ce webinaire, différents scénarios qui ont été lancés et qu'on trouvait intéressant de vous partager. Donc là, il y en aura trois. On a décidé de ne pas en montrer trop, parce que pour tenir 30 minutes, ça aurait fait trop, mais on va vous en montrer trois
qui sont voilà qui sont vraiment qui ont une approche différente sur chacun. Donc on va commencer avec le premier qui a été lancé par Schema sur 1309 étudiants, donc avec grande cohorte, hein. Ces 1309 étudiants étaient répartis en 332 équipes et on avait 10 phases au total. C'est un projet qui a duré 3 mois. Donc, comment ça s'est passé? On avait le format de ce scénario, on était vraiment sur de l'itératif, un peu aussi un format miroir où on a, dans un premier temps, les étudiants, où on leur demande de déposer un travail en équipe. Ensuite, on leur demande d'évaluer les autres groupes, donc les travaux des autres groupes. On leur demande ensuite de s'évaluer au sein du groupe, donc chacun évalue les membres de son groupe sur leur implication dans le travail de groupe. Ensuite, on leur demande d'évaluer la qualité des feedbacks reçus sur l'évaluation des travaux. Et ensuite, ils peuvent découvrir leurs résultats. Euh, donc, ce format-là, il a été lancé donc, sur les 6 premières semaines. Ça a duré de la semaine 1 à la semaine 6. Et puis ensuite, on leur a demandé de faire exactement la même chose sur la semaine 7 à 12. Donc, l'intérêt au fait de ce format-là, c'est vraiment de pouvoir s'ajuster, c'est-à-dire que on a une première itération où on va passer à travers différentes étapes. On va évaluer les travaux des autres, on va s'évaluer au sein d'un groupe, évaluer la qualité des feedbacks. On va comprendre au travers de la phase de restitution des résultats comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer, que ce soit à tout niveau. Et du coup, on a déjà des pistes concrètes d'amélioration pour fournir un travail qui soit beaucoup plus qualitatif sur la deuxième itération. C'est vraiment ça l'intérêt. Là, on retrouve ce format-là itératif hein, euh, de cette façon-là, mais on peut le retrouver de plein d'autres manières. On pourrait très bien le faire avec simplement une phase de dépôt et une phase d'évaluation, sans avoir forcément l'évaluation des feedbacks, l'évaluation intra-groupe. Simplement dépôt, évaluation, résultat. Et ensuite, on leur demande un second dépôt amélioré. On peut le faire aussi sur des périodes plus courtes. Là, c'était un gros projet, hein, comme on peut le voir, hein, sur 3 mois avec 1300 étudiants. Mais on peut retrouver le même principe, les mêmes bénéfices sur des projets plus petits aussi, pour permettre aux étudiants de s'ajuster. Donc, ce qu'on avait noté sur les objectifs pédagogiques, donc permettre l'ajustement après le feedback. Donc, développer l'esprit critique par la découverte des travaux des autres et par l'évaluation au sein du groupe. La phase d'évaluation des feedbacks permet aussi de se former à donner des retours constructifs, à donner du feedback, hein. Et puis, ça permet aussi de valoriser l'implication individuelle, puisqu'on a l'évaluation intra-groupe qui vient indiquer sur la note finale aussi, qui vient être pondérée qui vient pondérer la note finale pour dire, bah voilà, on a une note de travail de groupe, mais on a aussi une note qui dépend de la façon dont on a contribué au travail de groupe et sur aussi la façon dont on a donné des feedbacks. Donc, les bénéfices principaux pour l'étudiant, avoir un feedback actionnable avant le livrable final, s'entraîner hein, à tout point de vue le livrable qui sera noté. Pour l'enseignant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir suivre 1309 étudiants donc sur ce cas-là hein, sur la plateforme, avec un système de phase automatisé. Donc ça, je vais passer sur la plateforme juste après. Et puis, ce que je disais, en automatisation de la plateforme pour gérer 1309 étudiants et l'échange de feedback de ces étudiants-là. Donc ça, c'était sur la partie théorique. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne sur la plateforme. Hop, alors. Alors l'idée là de vous montrer sur la plateforme, c'est simplement de vous présenter un petit peu le fonctionnement dans ce cadre-là, dans ce type de format-là. Donc c'est des formats qui sont plus complexes que les formats classiques, hein. Mais c'est aussi l'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on peut aller sur des formats bien spécifiques et poussés si vous en avez besoin, si vous avez besoin de créer des scénarios pédagogiques vraiment spécifiques. Si vous êtes intéressé sur vraiment le détail, comment les fonctionnalités fonctionnent techniquement, comment est-ce qu'on crée tel ou tel type de phase, comment est-ce qu'on les relie entre elles, etc. On a un webinaire la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, qu'on a appelé Atelier Expert, où vraiment on vous montre mais le détail du paramétrage. On va plus loin qu'une simple présentation, on vient vraiment vous détailler comment paramétrer tel ou tel élément, etc. Donc là, je vais simplement vous montrer le principe, que vous puissiez comprendre, OK, sur un format comme ça, comment est-ce qu'on va le paramétrer. Et puis après, si vous êtes intéressé sur le détail, comment est-ce qu'on paramètre tel ou tel élément, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine.
Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Challenge Me, le principe de création d'un challenge, là, je suis dans le paramétrage d'un challenge, on va avoir différentes étapes, les informations générales, la planification, les consignes, les participants, les critères et l'attribution des évaluateurs. Et du coup, on va paramétrer nos éléments sur chaque onglet. Donc là, je suis dans l'onglet planification et au fait, on voit les différentes phases qui ont été paramétrées ici. Donc je vais vous les détailler. Donc on a la phase de dépôt ici, où les étudiants ont pu déposer leurs travaux en groupe. Les 30 300 équipes ont pu déposer en groupe les travaux là. Donc à ce moment-là, il y a juste un étudiant qui suffit par groupe pour déposer le travail pour l'ensemble du groupe. Ensuite, on a la phase en bleu où les étudiants ont pu évaluer les autres groupes. En même temps, on voit qu'il y a la phase en violet où les étudiants ont pu s'évaluer au sein d'un groupe. Donc chaque couleur de phase correspond à un type de phase, hein. Là, c'est de l'évaluation de travaux en bleu et en violet, c'est l'évaluation au sein du groupe. Ensuite, en jaune, ce sont l'évaluation des feedbacks. Donc là, ce sont les étudiants qui viennent découvrir les feedbacks qu'ils ont reçus et évaluer ces feedbacks-là. Et ensuite, la phase en rouge, c'est la restitution des résultats. Et ensuite, on voit qu'on a exactement la même chose, hein. Donc ce concept de miroir, on va de nouveau faire une phase de dépôt, une phase d'évaluation, évaluation intra-groupe, évaluation des feedbacks et résultats. Donc le principe, c'est qu'on a une date de début, une date de fin pour chaque phase. Et du coup, durant ces périodes-là, les participants peuvent participer à cette phase et faire ce qu'on leur demande. Donc, c'est volontairement visuel sous forme de Gantt, justement pour gérer cette gestion de scénarios qui se déroulent généralement sur une période assez longue, quand on est dans des scénarios pédagogiques assez poussés. Après, comme je vous le dis, quand on est sur des formats classiques, hein, ça peut se faire de façon, soit ça peut même se faire en synchrone, soit ça se fait sur une, 2 semaines. Voilà, c'est tout à fait faisable aussi. Et après, on va pouvoir définir des consignes, des participants, etc. Je vais vous montrer peut-être juste ce que ça donne côté participant pour me permettre de vous rendre compte ce que l'étudiant voyait à ce moment-là. Je vais aller dans l'onglet participation, enfin dans l'onglet aperçu, pardon, parce que ça peut être intéressant que vous puissiez voir ce qu'un étudiant voyait. Alors. C'est en train de charger. Je regarderai, parce que c'est vrai que c'est un challenge assez costaud, donc là, le chargement prend un peu de temps. J'y reviendrai juste après, si tout à l'heure, je vais vous présenter entre-temps, pour pas vous faire attendre, un autre cas d'usage, et puis j'y reviendrai juste après. Hop, alors. Donc, le premier cas d'usage, c'était avec schéma sur, on va dire, de l'évaluation itérative, hein. Là, c'est un autre cas d'usage qui a été lancé par Central Supélec. L'idée, c'est d'avoir un journal de bord sur lequel on va venir donner du feedback par l'enseignant. Donc, autant sur le premier scénario que je vous ai présenté, on était dans le cadre de l'évaluation par les pairs. Là, on sort un peu du cadre de l'évaluation par les pairs. On va avoir un scénario où l'étudiant va pouvoir s'auto-évaluer sur certaines compétences et ensuite il va tenir un journal de bord qu'il va pouvoir soumettre à différentes échéances et à différentes échéances, il va recevoir du feedback de la part de l'enseignant. Il n'y a pas de notion d'évaluation, c'est juste du feedback que l'enseignant vient donner de façon régulière sur sur ce journal de bord par rapport à ce qu'on leur demande. Donc sur ce format-là, on demandait aux étudiants d'expliquer comment ils percevaient les compétences sur lesquelles ils devaient s'auto-évaluer, les actions qu'ils allaient mettre en place pour développer cette compétence et ensuite les preuves qu'ils comptaient fournir pour développer, prouver qu'ils avaient acquis la compétence. Donc on est vraiment dans le cadre de l'approche par compétence. Et donc ça, ce journal de bord, il le tenait et puis il pouvait le déposer à différents moments. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aussi trois auto-évaluations qui viennent jalonner le parcours pour permettre à l'étudiant de prendre du recul sur l'acquisition de la compétence. Donc le journal de bord, c'était vraiment pour expliquer la démarche et l'autorisation, c'est plus se dire, bon bah voilà, à cette étape-là, j'en suis où de l'acquisition de cette compétence et du coup, je peux m'auto-évaluer. Et l'enseignant, alors là, c'est pas précisé ici, pouvait aussi auto-évaluer, enfin, donner un feedback sur l'auto-évaluation de l'étudiant. Donc ça, c'est un format qu'on retrouve enfin, on nous en parle de plus en plus, hein, le fait d'avoir du feedback régulier par l'enseignant. Alors, ça peut être aussi par du feedback généré par l'IA, ça peut être du feedback entre pairs, en tout cas du feedback sous toutes ses formes
donner de façon régulière à un étudiant sur un livrable qu'il va améliorer. Ici, c'est un journal de bord, ça peut être tout autre élément, hein, sur lequel il va itérer pour l'améliorer. Donc, au niveau des objectifs pédagogiques ici, c'était développer la réflexivité sur les compétences via l'auto-évaluation, accompagner la progression par le feedback continu des enseignants, rendre visible le processus d'apprentissage. C'est vrai que ça, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir voir l'évolution de ce journal de bord sur les différentes entrées, puisqu'on va conserver l'historique, hein, on va à différentes phases sur lesquelles on verra l'historique des changements. Et bah, c'est vrai que pour la traçabilité, c'est toujours intéressant de voir la progression, comment l'étudiant voilà, a pris en compte les feedbacks et s'est amélioré. Et ça permet aussi de former à l'auto-évaluation. Au niveau des bénéfices, on va retrouver bah, du feedback régulier pour les étudiants sur 4 mois et le suivi fin de 10 parcours individuels par les enseignants. Donc là, on est vraiment on est sur une autre approche. Sur Schema, on était sur la gestion de grandes cohortes. Ici, sur ce scénario-là, on suit 10 étudiants sur 4 mois. Donc c'est vraiment du suivi fin de ces étudiants-là je crois il y a 2 enseignants sur ce projet-là. Et puis, au total, il y a eu 24 phases orchestrées sur ce projet. Et du coup, ben, on va voir ce que ça donne sur Challenge Me avec les différentes phases. Et après, je vous remontrerai ce que ça donne un côté participant pour le précédent cas d'usage qu'on a vu. Hop, alors. Donc là, on était sur celui-ci et je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc là, on est sur le cadre central Supélec que je viens de vous évoquer. Donc, comme on peut le voir, on va démarrer par une auto-évaluation des compétences. Donc là, c'est l'étudiant qui vient s'auto-évaluer, hein, sur les compétences. Il va recevoir un feedback de la part d'intervenants sur cette auto-évaluation. Donc, on a un système de liaison entre phases. On vient dire, bah voilà, sur cette phase de feedback, sur quoi on vient donner un feedback? Eh bien, on va lier cette phase-là à cette phase d'auto-évaluation pour dire, bon, on vient donner un feedback sur cette phase d'auto-évaluation. Voilà, petit point, petit détail technique. Ensuite, on a le journal de bord, la première entrée, sur lequel l'étudiant va pouvoir recevoir un feedback de la part d'enseignants. Alors, il y a marqué évaluation, mais c'était que du feedback. Ensuite, on a la deuxième entrée, du feedback, troisième entrée du feedback, quatrième entrée du feedback, etc. Donc, vraiment de façon itérative comme ça. Et du coup, bah, l'étudiant, voilà, il sait qu'à certaines périodes, il va devoir fournir une version de son journal de bord sur lequel il va recevoir du feedback. Ensuite, on a l'auto-évaluation à mi-parcours. C'est une phase, hein, à part entière. Et après, on recommence, hein, sur des itérations. Et à la fin, il y a un ultime dépôt, donc la version finale sur laquelle il va recevoir de nouveau du feedback. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le format qu'on a du journal de bord sur lequel on vient recevoir du feedback de façon régulière. Après, si on voulait faire évoluer un scénario, on peut tout à fait ajouter une phase. Donc, je vous montre un petit peu le côté technique sur comment est-ce qu'on crée un scénario de ce type-là. Après, on choisit la phase qui nous intéresse et on peut poursuivre le scénario si besoin. Hop, je vais vous montrer. Alors, est-ce que sur celui-ci, normalement, il y a moins d'étudiants, ça devrait être mieux. Et après, je vais vous montrer comment ça se passe sur un autre scénario. Hop. Euh, ouais, je vous montrerai la vue côté étudiant juste après. Ce sera plus simple. Je vous montrerai tout d'un coup. Hop. Alors, et je vais vous présenter le dernier scénario. Voilà, donc là, on avait vu, donc pour récapituler, on a vu le premier scénario de schéma où on est sur de la gestion de grande cohorte, 1300 étudiants avec un format itératif, donc deux blocs vraiment distincts avec, donc si je retourne, hein, le premier bloc et ensuite le second bloc. Ensuite, on a vu Central Supélec où on est sur du feedback régulier sur un journal de bord que l'étudiant vient améliorer. Et puis là, on a un format avec l'Université de Poitiers, donc, qui a été mis en place sur 344 étudiants. Il y a eu 57 enseignants aussi concernés par ce projet-là qui sont venus évaluer. On va voir le détail. Et on a eu 15 phases au total qui s'est déroulé sur 6 mois.
L'idée de ce format-là, c'est d'avoir un projet fil rouge avec des livrables progressifs. Autant sur le scénario précédent, on était sur un livrable qu'on vient améliorer. Sur celui-ci, c'est des livrables qui sont différents, mais qui sont liés les uns aux autres, puisque ben, ça va être différents livrables d'un projet qu'on va leur demander. Donc, comment ça s'est passé sur ce scénario-là? Au premier semestre, on a demandé aux étudiants de déposer différents livrables, donc charte de projet, cahier des charges. Ces différents livrables ont été évalués par des enseignants. C'est pour ça qu'il y en a 57 hein, pour répartir la charge de travail sur les 344 étudiants. Ensuite, il y a le travail de groupe qui a été évalué. Donc, il a été évalué à la fois, on demande aux étudiants de s'évaluer au sein d'un groupe et à la fois par les enseignants, par la visibilité qu'ils avaient. Donc, ça permet d'avoir un double regard, hein, comment les étudiants se sont évalués au sein d'un groupe et plus la perception de l'enseignant sur la performance du groupe, sur leur façon de travailler ensemble. Et puis ensuite, on a sur le semestre 2, de nouveau un autre livrable, donc le rapport d'avancement, le bilan du projet qui sont évalués par les enseignants. Et puis à la fin, on a une soutenance orale qui est évaluée par un jury. Donc tout ça, c'est dans Challenge Me, hein. Il n'y a pas d'autre chose qui est fait en dehors de Challenge Me pour montrer qu'on peut vraiment tout faire dans Challenge Me, que ce soit le dépôt des différents livrables, l'évaluation par des enseignants, l'évaluation intragroupe, la restitution des résultats, et également l'évaluation de soutenance orale par un jury. Donc après, c'est juste une question de paramétrage, mais tout ceci est possible. Au niveau des bénéfices, des objectifs pédagogiques, pardon, donc il y avait structuré la réalisation d'un projet complexe hein, par le fait de demander bah, différents livrables au fur et à mesure qu'ils soient évalués facilement, en tout cas au niveau gestion, par 57 enseignants, professionnalisés par la démarche projet. Donc là, on est plus sur le format d'activité, le scénario en lui-même, accompagner la progression par le feedback continu et valoriser l'implication individuelle par l'évaluation intra-groupe et l'évaluation par l'enseignant sur la performance du groupe. Au niveau des bénéfices, donc pour les étudiants, ça fait c'est d'avoir du feedback par les enseignants sur chacun des livrables. Pour les enseignants, on a une charge échelonnée, c'est-à-dire que chaque enseignant va avoir une charge de travail répartie équitablement entre chaque enseignant. Ça permet d'adresser des grandes cohortes facilement. Et puis la plateforme va vous permettre voilà, de gérer tout ça de façon claire et facile. Je vais passer à Challenge Me. Hop. Alors, je vois qu'il y a des questions. J'y répondrai juste après pour vous permettre de finir ce cas d'usage. Et après, vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions. Hop. Alors, donc là, celui-ci, c'était celui de l'Université de Poitiers. Et je vais vous présenter comment ça se déroulait. Alors, après, c'est toujours le même principe, hein. On a des différentes phases. Et c'est sur chacune des phases, on a inscrit les bons participants, on a mis les critères qu'on voulait, etc. Donc, sur un format comme ça, on a une phase de dépôt du livrable numéro 1. Donc là, les étudiants soumettent leur premier livrable. On a les 344 étudiants qui sont inscrits, on les voit ici. Ensuite, sur la phase 2, on a l'évaluation des travaux par les enseignants. Donc, il y a 57 enseignants inscrits qui viennent évaluer ce livrable-là. Ensuite, on a le second livrable, même principe, les 57 enseignants viennent évaluer le livrable. Le livrable 3, de nouveau, évalué par les enseignants. Là, on a l'évaluation intra-groupe, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, les étudiants qui s'évaluent au sein du groupe, et les enseignants qui viennent analyser aussi le travail du groupe sur cette phase. Donc, ces deux phases qui viennent mesurer la performance du groupe. On a les résultats qui sont restitués par la phase en rouge, et de nouveau, on a un autre livrable qui est demandé, sur lequel il va recevoir une évaluation, et ensuite, petit à petit, jusqu'à la fin. Donc, on voit que c'est un projet qui n'est pas encore terminé, hein. Il est en cours, on en est à ce stade-là, et il reste plus grand-chose pour le terminer. Et avec les soutenances orales à la fin, donc par, euh, par le jury. Donc voilà pour ce format-là, pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Je vais essayer de vous montrer juste un, la vue côté étudiant parce que ça peut être intéressant pour vous de voir ce que ça donne. Faut juste que je regarde qu'il n'y ait pas de données personnelles qui soient affichées. Tac, tac, tac. Ouais, je fais celui-ci. Alors,
Alors, je génère juste la vue côté étudiant et je vous montre ça. Hop, alors, je vais le mettre au premier. Voilà. Alors, j'ai l'ordinateur qui galère un peu, mais ça va se résoudre. 2025. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Alors là, je vous fais une prévisualisation côté étudiant, mais pour le projet, hop, pour celui de l'Université de Poitiers, par exemple. Donc là, ça c'est vraiment ce qu'un étudiant va pouvoir voir, hein, c'est-à-dire que donc ça c'est comme si le challenge n'avait pas démarré. J'ai fait une vue comme si le challenge n'avait pas démarré, mais après une fois qu'il démarre, il peut cliquer sur chacune des phases. Donc en gros, lui il va voir toutes les étapes sur lesquelles il va pouvoir passer, hein. Donc là, le dépôt de livrable numéro un, le livrable numéro 2, le livrable numéro 3. Il voit pas les phases d'évaluation puisque l'étudiant n'est pas inscrit dans les phases d'évaluation, donc il voit vraiment que ce qui le concerne. Et pendant les dates d'ouverture, il va pouvoir cliquer dessus et déposer son travail. Ensuite, l'évaluation des membres du groupe, le résultat du premier semestre pour voir ses résultats et de nouveau les différents, les autres dépôts qu'on lui demande. Donc, les participants ne voient que les phases sur lesquelles il est inscrit, évidemment, et pour lui, bah, c'est très clair, hein, pour chaque élément sur lequel il va devoir agir. Et voilà, une fois que c'est actif, il peut cliquer dessus et participer. Donc voilà pour les différents scénarios que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé au terme de la demi-heure et du coup, ben, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. Alors je vois qu'il y en a déjà. Que contient concrètement un journal de bord dans cet exemple? Alors là, on fait référence au challenge Je vais reprendre la slide comme ça va illustrer la question aussi. Le challenge qui avait été lancé par Central Supélec. Alors, si je dis pas de bêtises, ce qu'on demandait aux étudiants ici, c'était hop, celui-ci, d'indiquer dans le journal de bord où ils en étaient au niveau du développement de la compétence. Donc, faire ça, on leur demandait déjà comment est-ce qu'ils arrivaient à bien comprendre, est-ce qu'ils avaient bien analysé ce qu'on leur demandait en termes enfin, ce que signifiait la compétence vraiment, pour voir s'ils avaient bien compris ça. Ensuite, quelles étaient les actions qu'ils comptaient mettre en place pour développer cette compétence ou qu'ils avaient mis en place et ensuite quelles preuves ils comptaient fournir pour montrer l'acquisition de cette compétence. Et le fait de formuler ces différents éléments permettait à l'enseignant ensuite de donner du feedback pour dire, bah voilà, par rapport à ce que tu me décris dans ce journal de bord, peut-être que les actions que tu comptes mettre en place sont pas forcément les plus adaptées pour cette compétence-là. Par contre, peut-être est-ce que tu pourrais développer plus ce type d'action-là. Au niveau des preuves que tu comptes fournir, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, ou voilà comment développer. Voilà, vraiment fournir du feedback sur ces différents éléments-là pour permettre à l'étudiant de comprendre bah, comment démontrer qu'il a acquis telle ou telle compétence. On va essayer en termes du projet, parce qu'il est toujours en cours celui-ci, de voir si on peut pas faire un petit retour d'expérience sur ces formats-là pour avoir un retour aussi de l'enseignant sur la perception, parce que moi je vous montre des formats qui ont été lancés, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir aussi le retour des enseignants. Donc ça, on organisera peut-être des formats de ce type-là. Donc ça, c'était sur la première question. Ensuite, il y en avait une autre dont je pense qui concerne les participants. Peut-on ajouter les participants en dehors de l'université? Si par exemple, je vais intégrer les étudiants et les enseignants d'une autre école pour des projets communs. Alors, sur ça, techniquement, oui, on peut tout à fait le faire. C'est-à-dire que, bon, généralement, vous allez être intégré à un LMS comme Moodle. Donc ça, vous pouvez lancer un challenge directement depuis Moodle via le sélecteur d'activité. Donc là, ça veut dire que l'accès se fait par le cours Moodle, hein, pour tous ceux qui ont un accès Moodle. Dans le cours en question, ils cliquent sur l'activité, ils arrivent sur ChangeMe. Si vous avez besoin d'intégrer d'autres participants, en fait, on peut leur faire des accès séparés par login mot de passe. Donc, qui ne font pas partie de votre organisation, on peut tout à fait faire des accès par login mot de passe si besoin. Et après, si c'est inter-école, on peut le faire aussi. Alors, voir si c'est deux Moodle différents, ça c'est plus technique pour faire des accès depuis deux Moodle vers un même challenge, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, oui, c'est des formats qu'on peut regarder pour adresser si jamais il y a une demande là-dessus. Donc techniquement, oui, c'est des choses qu'on peut tout à fait adresser. Et je ne sais pas si vous avez un projet de ce type-là, et puis après, en fonction
vraiment de disposition, on pourra regarder quel est le paramétrage le plus adapté. Lors des étapes où il n'y a pas d'évaluation par les pairs, peut-on rendre les travaux visibles aux pairs? Alors, si je comprends, donc quand il n'y a pas d'évaluation par les pairs, donc c'est du simple dépôt ou sans évaluation, peut-on rendre les travaux visibles aux pairs? Ah oui, simplement pour leur... Alors, si c'est ça la question, je ne sais pas si c'est ça, et c'était pas précisé sinon. Si c'est juste permettre aux étudiants de voir les travaux des autres étudiants sans évaluer, ça on peut tout à fait mettre une phase d'évaluation sur laquelle on leur demande de mettre par exemple juste un feedback ou même pas, ils sont même pas obligés de compléter la phase, mais en tout cas ils pourront voir les travaux des autres de cette façon-là. Ça on peut tout à fait le paramétrer de cette façon si l'objectif c'est simplement de montrer aux autres les travaux qui ont été faits par d'autres étudiants. Ouais, je recommanderais à ce moment-là peut-être juste de faire un petit feedback pour dire pour permettre à l'étudiant de dire qu'il a bien vu le travail, limite mettre un petit commentaire si besoin, mais oui, c'est un format qu'on peut adresser tout à fait. Simplement pour confirmer, lors de l'évaluation par les pairs, les travaux des autres ne sont pas téléchargeables. Alors, si un étudiant doit évaluer trois travaux, par exemple, en fait, il aura un lien de téléchargement. Donc, il pourra télécharger hein, les travaux des autres. Après, si c'est du PDF, ce sera directement intégré. Mais après, ça n'empêchera pas de le télécharger si besoin. Mais ce sera intégré directement dans le navigateur. Pareil, si c'est de la vidéo au format MP4, ce sera intégré directement dans le navigateur. Après, on peut restreindre hein, les types de fichiers que vous souhaitez. Hein, si vous souhaitez que du PDF ou du MP4, etc. Ça, on peut le faire dans les options. Est-ce que d'autres, j'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. Est-ce que d'autres ont des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors à activer votre micro. Bon, je vois il y a plus de questions. En tout cas, merci pour votre attention. Je vais vous envoyer un petit message avec le lien du replay si vous voulez le partager aussi de votre côté. C'est la première fois qu'on fait ce format-là où on présente un peu différents scénarios qui nous semblent intéressants de partager. N'hésitez pas à nous donner aussi votre feedback sur ce format-là. On est toujours preneur, que ce soit sur la façon de présenter les scénarios ou les informations qu'on donne. Voilà, on est toujours preneur de vos retours pour vous faire des présentations qui puissent répondre au mieux à ce que vous attendez. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée et j'espère à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.